Bon, bah, après avoir vu vite en local comment on structure notre projet et comment on interagit à distance avec Git, voici la partie GitLab, la forge GitLab, interaction avec la forge GitLab. C'est parti. Ouais. Git à distance et Git en équipe. Donc, dans la présentation, on va voir ce qu'est le dépôt à distance, les commandes, etc. Comment utiliser des tickets pour bien organiser son workflow. Comment ça marche le travail en équipe avec un Git distant. Et comment on gère les problèmes qu'on peut avoir dans ce genre de cas. Donc, les Git distants, en soi, on les a déjà utilisés en faisant les Git clone, Git fetch, Git pull, etc. Pour récupérer les guides dans les 2 derniers TP. C'est ce qui a été utilisé. Je vais dire un peu de base. Et puis, ça, Du coup, on peut détailler un peu les 3 commandes. ouais. Parce que du coup, donc, quand on utilise un Git à distance, on a 3 grandes commandes. Il y a Git clone qui permet de cloner en local pour une première récupération le dossier Git qui est disponible en ligne. Git fetch qui permet de regarder ce qui a été fait sur le Git à distance sans fusionner avec ce qui est fait en local. Et Git pull qui lui va récupérer et va fusionner avec la version locale de ce qu'on a. Et après, si on va envoyer une version, quelque chose qu'on a fait en local sur le serveur à distance, on fait un Git push où là du coup ça envoie ce qu'on a nous sur notre machine sur le dépôt qui est à distance. Donc, du coup, pour gérer un Git, on utilise ce qu'on appelle les tickets et les issues. Et donc, les tickets et les issues, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois quand on veut ajouter quelque chose sur un Git à distance, quand on est plusieurs personnes à travailler dessus. Ça permet de définir ce qu'il y a à faire, donc s'il doit être fait, pourquoi on doit le faire, et les critères à quoi doivent correspondre le ticket une fois qu'il est résolu, ce qui doit être vu. Donc, chaque ticket a une identité, donc il a un numéro unique qui est donné par la plateforme, et il doit avoir un titre descriptif, et souvent les tri par type. Donc on a fit pour feature, fix pour les bug fix, ref pour les changements dans le code, le refactor pour juste modifier du code sans forcément ajouter de nouvelles features ou fixer le bug. Donc le ticket, donc texte, on doit voir si c'est un bug, comment reproduire le bug. Et aussi, du coup, ce qu'on a sur la fin, si c'est une feature, ce qu'on considère comme étant la feature complète. Et du coup aussi, quand on commit en travaillant sur un ticket, on essaye toujours de mettre le numéro du ticket pour savoir quel commit a été pour quelle chose. Du coup, un ticket doit ressembler à ça. Donc, on a le type, donc fixe parce que c'est un bug fixe. La description un peu générique, le bouton stop n'est pas fonctionnel. Après, on a une description de ce qui se passe actuellement. Donc, quand on appuie sur le bouton, ça ne marche pas. Et ce qu'on veut, c'est que quand on appuie sur le bouton, ça s'arrête. Donc, voilà. Pour les tickets, du coup, Git est capable de gérer les tickets pour une fermeture automatique. Donc, si on utilise dans le message de commit, si on dit que fixe et le numéro du ticket, il va automatiquement fermer le ticket lorsqu'il va être fusionné avec la branche principale qu'est le ticket. Et si on fait ref sur le numéro de ticket, là, il ne va pas le fermer, mais ça permet de retrouver tous les messages de commit qui ont rapport avec ce ticket-là. Donc, j'ai parlé de branche principale. Quand on est sur un Git à distance avec une équipe, on a ce qu'on appelle du coup la branche principale, donc qui s'appelle soit master, soit main. Par défaut, je crois que c'est master. Sauf si on utilise la ligne qui est écrite là, ça peut passer en main, il peut avoir d'autres noms, mais c'est la branche principale, celle qu'en fait on veut qu'elle doit rester toujours fonctionnelle. C'est celle, si quelqu'un demande la branche, c'est celle sur laquelle on va envoyer, toujours fonctionnelle, on peut l'utiliser sans problème, etc. Donc on ne veut jamais faire de modifications directement sur cette branche-là, parce qu'on risque de la casser, c'est pas ce qu'on veut. Donc si on veut faire des ajouts, on passe par une branche, donc il y a une version séparée de la branche principale, sur laquelle on peut faire toutes les modifications qu'on veut sans casser la branche principale. Et une fois qu'on a fini toutes les modifications, on peut après retourner, faire refusionner sur la branche. Et du coup, chaque branche est liée à un ticket.
Si on a créé un ticket pour ajouter une feature ou faire un bug fixe, on va partir de ce ticket-là créer une branche, qui en général a le nom du ticket, sur lequel on va travailler pour résoudre tout ce problème-là, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Enfin, on fait ce qu'on appelle du coup, je sais pas ce que c'est pour après. Donc là, c'est tout un peu tout ce qu'on peut faire avec une branche. Donc si on fait juste git branch, on va avoir toutes les listes d'un projet. Avec git branch VV, on peut voir le suivi. Après, avec git switch, ça permet de changer entre les branches. On peut renommer nos branches. On peut forcer la suppression des branches, etc. Mais du coup, nos branches, quand on les crée, elles sont isolées elles sont complètement isolées. C'est-à-dire qu'il y a seules les modifications que nous on fait sur ces branches-là vont arriver. Donc si le but à la fin est de fusionner la branche avec la branche principale, ce qui peut se passer, c'est que pendant que nous on est en train d'ajouter notre feature, quelqu'un d'autre peut avoir fait travailler sur quelque chose, sur autre chose, et avoir fusionné avec la branche principale. Ce qui fait que notre branche à nous va se retrouver derrière la branche principale. Et au moment où on va vouloir fusionner les deux, on va avoir des problèmes. Donc pour ça, en fait, il faut essayer de synchroniser sa branche à la branche principale semi-régulièrement, en utilisant, c'est pas la bonne ligne d'ailleurs, Rebase, c'est plus le Rebase, mais c'est pas grave, notamment en utilisant du coup le Rebase qui permet de surtout pas avoir de suppression de ce qu'on fait. On va avoir gardé tous les commits les uns à la suite des autres, permet d'avoir un historique propre. Ce que fait Rebase, en fait, c'est qu'il rejoue vos changements par-dessus la référence que vous donnez. Donc, vous faites git Rebase origin master, il prend là où vous êtes, et il rejoue tous les commits que vous avez fait par-dessus Rebase origin master. Enfin, origin master, pardon. Donc, parce que vous avez changé le readme, vous avez changé les trucs là, il va rejouer ces changements-là par-dessus. Ce qui permet de garder un historique un peu linéaire. Alors que si vous faites un merge ou si vous faites un pull, il va avoir tendance à vouloir rejoindre les deux branches pour repartir par la suite. Ce qui fait qu'on est plus sur des historiques. Sur la partie de votre branche, elle est plus linéaire. Elle va avoir un point de jonction puis elle va repartir. Ça va modifier ma branche sans modifier la branche main. Ça ne modifie pas la branche main ou master. Ça ne modifie que la base sur laquelle est joué vos commits. Donc vos commits, c'est des espèces de diffs, c'est des changements par rapport à ce que vous aviez avant. Et donc ça permet de recalculer les changements par rapport à la nouvelle base qui est origine. Je sens qu'il va vraiment s'agir de ça parce que j'avais rien qu'on fait ça. Ah si, mais en fait, que vous fassiez un merge ou un rebase, vous pouvez avoir des conflits. C'est plutôt la manière dont sont aiguillées les choses. C'est l'historique qui n'est pas écrit de la même façon en fait. Rebase, c'est écrit votre historique. En fait, si on fait juste un pull, ça va concaténer les historiques, et Rebase, ça va faire plus. Mais du coup, le faire régulièrement, ça permet de résoudre, du coup, si on a des conflits où deux lignes ont été modifiées une ligne a été modifiée sur la version main et sur notre version, ça permet de les modifier au fil de nos changements. On peut se retrouver à la fin avec 50 conflits parce que, en fait, on a modifié cette ligne-là, mais en attendant, quelqu'un d'autre a modifié cette ligne-là, etc. Et ça permet, du coup, de faciliter à la fin l'état final qui est la merge request quand notre branche, du coup, finit avec l'autre. Donc, c'est ce qui est montré là. Il n'y a pas le rebase que je n'ai pas ajouté. Mais du coup, c'est la même chose que faire un pull origine. Sauf que ça change un peu la façon dont le commit est fait. Et aussi, on peut juste récupérer sur une autre branche, on peut juste récupérer si on veut un seul commit ou un seul fichier avec la fonction cherry pick, si on ne veut pas fusionner tout exactement. Mais du coup, donc l'étape finale, c'est la merge request. C'est là où la branche sur laquelle on a travaillé se retrouve fusionnée avec la branche principale. Donc c'est à cette étape-là où le code qu'on a écrit est revu par une ou plusieurs personnes pour vérifier qu'il est fonctionnel, etc. Donc en théorie, du coup, on a une revue du code par d'autres membres de l'équipe ou d'autres personnes. C'est là où on fait les tests de validation CI/CD. Je crois que c'est la semaine prochaine, ça. Donc ça va pas être. Ah si, c'est. Si, je crois que c'est ça. Ah, peut-être pas la semaine prochaine, mais c'est le prochain, je crois, tout ça. Et c'est là aussi, du coup, on peut discuter pour s'il y a d'autres changements à réaliser
on peut annuler la merge request, refaire d'autres changements, puis la refaire après. Et du coup, en pratique, on va désigner quelqu'un pour revoir le code, etc. Vérifier que c'est bien le bon ticket, on ne sait jamais si quelqu'un s'est trompé. Et une fois qu'on a validé que ce qui a été fait sur l'autre branche est correct, on va du coup fusionner avec la branche principale, et du coup, les modifications qui ont été faites sur notre branche arrivent sur la branche principale, donc on peut ça revient à fermer la branche qui a été créée. Et du coup, oui, on évite de merge son propre code, parce qu'on n'a pas de recul on n'a pas toujours le recul nécessaire sur ce qu'on a fait. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui regarde. Et du coup, donc ça parlait de conflits, ce qui peut arriver quand on cherche à fusionner deux branches différentes, ou si on pool le master, quand on fait une communication, on peut avoir ce qu'on appelle du coup un conflit. Et donc GitHub il va pas choisir Git va pas choisir quel code il va conserver. Il va donner le conflit et dans le code, il va afficher quelque chose qui ressemble à ça. Où on a le code qui a été fait en local et le code qui est sur la branche distance, et il va demander du coup de supprimer une des deux versions. Souvent, les conflits, c'est-à-dire que deux personnes ont modifié les mêmes lignes, ce qui n'est pas forcément censé arriver, donc c'est plutôt des signes que, par exemple, il y a une mauvaise découpe de tâches, qu'on n'a pas assez synchronisé avec notre branche, en fait, c'est resté trop longtemps ouverte, c'est trop éloigné de la branche principale, du coup, et on n'a pas synchronisé assez régulièrement pour avoir tous ces changements-là. Donc, encore quelques commandes qui peuvent toujours être utiles. Si on bosse sur des branches et qu'on veut changer, on a Git stash qui permet de sauvegarder temporairement les modifications sans qu'on ait à faire de commit. Et après, du coup, on peut faire d'autres modifications et refaire d'autres commits derrière si on veut. Avec pop, du coup, on peut le récupérer. Bon, après, Git log qu'on a vu, qui a été vu, qui permet de voir. Git restore qui permet d'annuler toutes les modifications pour revenir au commit précédent. Et pour juste insérer le fichier. Et Git reset hard, là, il annule tout ce qui a été fait depuis le dernier commit. Donc, il faut s'en méfier. Ça peut être dangereux. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qui a été fait. Donc, si on résume, donc le dépôt distant avec la branche principale, main master, c'est un peu la branche vérité, c'est le code qui fonctionne, c'est celui qu'on veut conserver fonctionnel, le code qu'on utilise comme référence. Si on veut faire une modification, on crée un ticket. À partir de ce ticket-là, on fait une branche. Et donc, on fait toutes les modifications nécessaires pour le ticket sur la branche. Et à la fin, du coup, on réalise une merge request pour appliquer les changements qui ont été faits sur notre branche à la branche principale. Et c'est fini. Après, c'est